quand des surfeurs de Venice Beach en Californie commençaient à faire plus de skate que de surf et qu'on commençait à émuler les mouvements qu'ils faisaient en surf sur le skate. Donc on n'est plus à debout à essayer de faire un poirier dessus comme ils étaient faire plutôt acrobatiques liés à la gymnastique, mais ils étaient là à s'accrobatir, à attraper la planche, à vraiment essayer de faire des virages très rapides comme ils faisaient en surf, des choses comme ça. Et en surf, ils avaient déjà une culture assez forte. Tu arrivais sur les plages, tu avais des graffitis qui disaient locals only. Donc si tu venais pas de là-bas, tu risquais de te faire péter la gueule. Les gars, c'était des gros durs qui défendaient leur endroit et on pouvait venir ce qui était dans leur endroit à partir du moment où on suivait les rites initiatiques et des choses comme ça. Et donc ils ont commencé à faire du skate comme ils faisaient du surf. Ils sont arrivés à cette compétition complètement décalée et ils ont gagné la compétition en montrant des mouvements que personne n'avait jamais vus. Et donc ce groupe de skateurs s'est fait reconnaître. Là ils ont accédé à la célébrité. Et ça, voilà, ça vient du film Dogtown et les E-Boys. Voilà, ouais. Ça, on peut voir ça dans le film. Lors de Alors il y a le film Hollywood et il y a le documentaire. Les deux sont très Hollywood de toute façon. Dans le documentaire, ils sont maintenant avec des énormes tatous un peu gros, ils sont tous là. On a fait tout avant les autres, on était vraiment... Et donc à l'américaine. Donc, ah oui, c'est ce qui était, donc c'est Tony Alva, Jay Adams, toute cette bande-là. Mais il y avait le photographe. Et le photographe, c'est eux qui les a mis en scène. Il a créé l'esthétique. Lui, il avait plein d'idées, il était très intelligent et cultivé. Et donc, avec ses gamins de 8 à 14 ans, il en a fait des idoles parce que justement, il savait comment faire pour qu'ils aient vraiment leur style à eux. Il les a vraiment induits à faire un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont été quand même un peu instrumentalisés. Donc il a instrumentalisé leur fougue de jeunesse, cette espèce d'énergie où ils avaient envie de crier sur tous les toits. C'était plutôt des enfants pauvres, des enfants issus de familles séparées, qui ont donc investi toute leur énergie dans la pratique du skate. Comme moi j'ai fait quand moi j'ai commencé le skate à 13 ans, mes parents venaient de divorcer. On habitait un petit village, on s'embêtait comme des fous, on a trouvé le skate, on avait des descentes, on faisait des descentes le plus vite possible, comme des fous. Et voilà, parfois on ramenait des croûtes la moitié du poignet, parce qu'on était tombé, on avait glissé sur 5 mètres de distance. Ça faisait bien mal, mais néanmoins on continuait, on était complètement passionnés. On avait trouvé le truc qui nous faisait plaisir à fond. On avait vu ce film Police Academy 3, je ne sais pas si vous avez vu ça à l'époque. Et donc il y a cette scène où ils skatent dans les parkings, ils sautent au-dessus des voitures de police, ou retour vers le futur, ils s'accrochent aux voitures. Et on avait vu tout ça et on avait trouvé ça complètement génial. Nous on faisait du hockey avant. Et à un moment où on devenait adolescent, ça devenait de plus en plus sérieux. Il fallait faire des entraînements, même, enfin, il fallait gagner. Et nous, on n'était pas du tout là-dedans. Donc voilà. Alors le skate, après, elle se divise un peu en deux catégories. Il y a une espèce de catégorie qu'on voit à la télé, avec les super-héros du skate qui passent à la télé, et ils font les grands sauts. Il y a les X Games, les choses comme ça, Tony Hawk, que tout le monde connaît. Ça, c'est un skate médiatisé. Red Bull, les tournois Red Bull, tout ça. Oui, Red Bull, les affreux, les pires, Satan, on les appelle. Parce que, eux, déjà, ils vendent une boisson qui est complètement mauvaise pour la santé et ils essayent de la vendre aux gamins en sponsorisant des événements de skate à coups de millions, quoi. Ça coûte tellement d'argent qu'on se demande d'où vient cet argent. C'est pas possible qu'il y ait tant d'argent qui sorte avec juste la vente de ces boissons. Surtout au début, quoi. Enfin, bref. Se poser des questions. Mais donc il y a ce côté très mainstream, très documenté qui passe à la télé, qui montre les skateurs comme des espèces de grands athlètes que tu ferais mieux de regarder devant ta télé parce que tu n'arriveras quand même jamais à faire aussi bien. Donc tu ferais mieux de rester dans la consommation, manger des chips, boire du coca, devenir gros, regarder à ça à la télé. Ou alors il y a les... Ouais. Ou alors il y a les jeunes qui... ou alors les gens qui vraiment font ça entre potes et qui ont créé ce petit microcosme
Et une fois que le microcosme est créé d'une bande de potes, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ils vont créer une scène locale, ils vont peut-être trouver un endroit où construire des modules, faire les choses soi-même. Ils vont commencer à faire des photos, ils vont commencer à faire des vidéos. Cette vidéo, ils vont la mettre sur YouTube. Ces photos, peut-être ils vont les imprimer sur un petit magazine en photocopie. Ils vont faire leur première expérience de mise-en-page, ils vont faire leur première expérience de vente. Ils commencent à aller à des concerts. À ces concerts, il y a aussi toute une philosophie sur le do-it-yourself qui se dégage, qui se met en place, des réflexions. Et donc, il y a tous, à travers le skate, rentrer dans un mouvement alternatif où on peut faire les choses soi-même, être en contact avec les gens qui ont le fait, les choses qu'on le fait. Et donc, voilà, effectivement, moi j'arrive ici, ben celui-là j'ai déjà rencontré à telle expo sur le skate, lui je ne l'avais jamais vu mais on s'est parlé tout de suite. Donc voilà, c'est un petit milieu qui, de par les difficultés qu'il a traversées, parce que ça n'a pas toujours été facile de faire du skate, ou de par, oui... Il y avait une répression aussi dans le skate. Il y a aussi une répression dans le skate, hein, donc a priori ici, là maintenant on peut faire du skate, mais dans la ville on ne peut pas faire de skate. Et la ville est devenue quand même aujourd'hui le grand terrain de jeu. Donc le skate, d'abord ils l'ont inventé dans les rues, puis ils ont trouvé des rues avec des petits plans inclinés, puis ils ont trouvé ces piscines vides. Et donc dans ces piscines vides, ils ont vraiment inventé la discipline du skate. Ils ont fait des skateparks un peu partout, et puis c'était plus la mode du skate, les skateparks sont partis, et ils se sont retrouvés à essayer de faire les figures qu'ils faisaient sur ces grandes rampes, sur des bouts de trottoir. Et donc le street est né à ce moment-là. Et donc l'idée de réinventer la ville comme un grand terrain de jeu. Le street s'est développé tellement fort, par exemple dans certaines villes, qu'il est devenu complètement interdit, légiféré. Aux États-Unis, c'est terrible, il y a des skateurs partout, il y a des flics partout qui arrêtent les skateurs. Et ils skatent la nuit avec des générateurs, ils sont hyper organisés pour filmer leurs figures sur tel endroit qu'ils ont pu faire. Ils sont régulièrement tout le temps en conflit avec des gens qui leur interdisent de pratiquer ou de faire ce qu'ils veulent faire. Et donc l'idée du skate, c'est de se balader, de voir, tout d'un coup, mais là, je pourrais faire ça. Ça n'a pas été construit pour ça, je vais réutiliser cette construction pour en faire ma pratique. Ça c'est très intéressant et c'est ce que Zarka fait ici. Lui il part de la contrainte d'un seul module, une forme qu'il a estimée intéressante, il en fait des assemblages, ça en fait des sculptures qu'on pourrait trouver sur les ronds-points, dans des fontaines ou sur les places publiques. Et lui, l'idée c'est qu'elles vivent. Donc quand il voit sa sculpture avec toutes les traces de roues et de planches qui sont passées, ça lui fait plaisir. Il se dit ça vit. Quand par contre un sculpteur va voir sa sculpture qui est toute usée par un skateur qui est passé, mais il lui faut une certaine ouverture d'esprit pour se dire waouh, c'est magnifique. Mais on va voir après, donc il y a une série de photographies là présentées de tous les skateurs qui skatent des œuvres d'art. On peut dire que dans les magazines, c'était un peu les grands trophées. Ramener une photo de toi qui skate une œuvre d'art, c'est un grand trophée parce que d'abord, c'est le plus interdit. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, donc c'est particulièrement interdit de le faire, donc de revenir avec cette image de soi en skater. Puis c'est ce qui donne le mieux en photo, puisque déjà l'œuvre d'art est faite pour être photogénique. Oui. Est-ce que c'est vraiment les artistes, tu penses, qui seraient fâchés, ou est-ce que c'est ceux qui ont acheté la sculpture? Parce que je suis sûre que plein d'artistes voudraient qu'on touche leurs œuvres et que les institutions peut-être les protègent peut-être un peu trop. Oui, tout à fait. Après, ça dépend de l'artiste. Il y a l'artiste qui a une ouverture d'esprit, l'artiste qui ne voit l'objet que de la manière dont il l'a créé et qui est intéressé que par cette manière. C'est vrai. Alors, peut-être on pourra aller voir les photos maintenant, et après je vous parle du collectif Brusque, donc de comment on a transformé notre passion en quelque chose qui nous a créé du travail et qui a fait évoluer notre passion dans la ville où on habite.